Bonjour tout le monde, merci d'être présent à cette discussion. Pour parler justement d'itinérance et d'architecture, aujourd'hui, je suis en compagnie de Maya Cousineau-Molène, de Edith Cyr et de Charlotte Biddle-Bocan. Je m'appelle Caroline Grimard, je suis professeure à l'Université de Montréal, à l'École de travail social. Et puis, je travaille justement sur cette question-là d'itinérance et d'architecture depuis un certain moment, notamment avec Architecture sans frontières Québec. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais aujourd'hui animer cette discussion. Je me tourne donc vers vous, chers collègues. Je vous inviterai à vous présenter brièvement. Puis pour un peu lancer la conversation, je me demandais si vous pourriez nous dire un peu, à partir de votre posture professionnelle puis personnelle, peut-être, qu'est-ce que ça prend, selon vous, pour créer un chez-soi? Comment on fait un chez-soi à Montréal? Je dirigerai le début de cette introduction à Maya, donc je t'inviterai à commencer. Ensuite de ça, Edith à poursuivre. Puis Charlotte, tu nous terminerais cette introduction. Alors, à toi, Maya. Oui, Cassino. Mon nom est Maya Cousineau-Molène. Je suis de la nation Innu, non pas Inuit. Je suis écrivaine, poète et je travaille également pour Évoque Architecture à titre de conseillère en développement communautaire pour les Premières Nations et les Inuits. Enchantée. Est-ce qu'on se présente ou je vais avec mon point de vue? Vas-y, c'est quoi pour toi un chez-soi? Puis je pense que les autres, ils vont pouvoir aussi poursuivre. C'est vrai, de mon point de vue et d'où je viens historiquement, avoir un chez-soi, premièrement, c'est de pouvoir avoir accès à un territoire qu'on peut vivre, qu'on peut marcher, qu'on peut utiliser. En sortant un petit peu des frontières de Montréal, parce que je pense beaucoup aux situations des Premières Nations au Québec qui ont eu des territoires attitrés auxquels on ne leur a rien demandé. Et souvent, ces territoires-là, un peu hostiles, ont fait en sorte que bien des nôtres ont émigré vers les villes, comme Montréal. Montréal, on espère toujours y trouver un rêve, on espère toujours y trouver un chez-soi. Et parfois, on arrive et des fois, le rêve n'est pas là, mais la rue est là pour nous accueillir, donc on devient itinérant. Donc, c'est savoir un chez-soi, premièrement, c'est d'avoir une sécurité, c'est d'avoir un toit sur la tête et de se sentir à l'aise où on vit. Merci. Moi, je suis Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier, qui est un groupe de ressources techniques, une entreprise d'économie sociale, et dans le développement immobilier communautaire. On a à notre actif à peu près plus de 400 projets, 14 000 logements un peu partout sur le territoire montréalais. Pour nous, parce que là, on dit l'angle de chez nous, qu'est-ce qu'un chez-soi? Bien, bâtir son quartier, un chez-soi, c'est avoir un toit, avoir un lieu sécuritaire, un lieu qui répond aux besoins qu'on a, un lieu où on a un contrôle. Donc, on développe des projets d'habitation communautaire parce qu'on pense que c'est important que les gens qui habitent aient un contrôle sur leur milieu de vie, qu'ils ne soient pas simplement des utilisateurs. C'est sûr que dans le film, ce qu'on voit chez soi, là, on étend la définition, okay? Parce que chez nous, c'est du logement, il peut être permanent ou temporaire, mais quand même, on est dans la construction ou la rénovation ou la transformation de logement. Mais dans le documentaire, ce qu'on voit, puis que ça pose la question, c'est un chez-soi est aussi, quand on voit sous le viaduc, le questionnement où ce que l'architecte dit, il y a un toit, de l'eau, un lieu sécuritaire, bien, ça devient le chez-soi de la personne. Donc, ça pose aussi toute la question du chez-soi dans un contexte où on a une augmentation de l'itinérance. Quelles mesures on prend, puis quelles mesures sont acceptables dans ce contexte-là? Merci. Bonjour, moi c'est Charlotte. Je travaille à Passage. Passage, c'est d'abord une maison d'hébergement d'urgence qui est située dans le centre-ville de Montréal, qui s'adresse aux jeunes femmes 18-30 ans. On a aussi des logements sociaux avec soutien communautaire qui sont situés dans Hochelaga Maisonneuve. Puis on a un volet insertion dans lequel les femmes, on invite les femmes à utiliser les processus de création pour prendre du pouvoir sur leur vie. Qu'est-ce qui fait un chez-soi? Moi, ce que Maya a dit a vraiment résonné parce que je pense que c'est la question de la sécurité en premier lieu. Je pense que c'est l'idée, dans le film, on voit une personne à un moment donné qui est dans sa voiture, puis il dit que pour lui, un chez-soi, c'est vraiment, ou pour elle, c'est vraiment l'idée de avoir un safe space. Puis je pense que c'est ça, d'être dans un espace où on sent qu'on peut être nous, dans toutes les parties de notre personne, puis qu'on peut se sentir bien avec ça. Fait que je pense qu'il y a vraiment une question, pas juste au niveau physique, de où est-ce qu'on se trouve, d'avoir un toit sur notre tête, mais aussi d'un point de vue plus psychologique, plus au niveau de la psyché aussi, d'avoir un espace où on se sent bien, un espace où on sent qu'on peut être nous. Fait que je pense qu'il y a ça. Puis pour les femmes, ben
Cette définition-là peut résonner beaucoup parce que des fois, on peut avoir un toit sur notre tête puis pas avoir de chez soi, en fait, parce qu'il y a beaucoup de violence, parce qu'il y a beaucoup d'abus. Donc, je pense que la question du chez soi, c'est vraiment la question de la sécurité, du confort, du bien-être avec soi. Bien, merci. Je pense qu'on va pouvoir en reparler, hein, la question du territoire hostile, la question de la sécurité, du safe space. Puis le sentiment d'être chez soi, je pense que ça va nous animer tout le long de la discussion. Un des architectes dans le documentaire parle de designing togetherness. Comment on fait ça? Puis ma question s'adressera peut-être à toi, Maya, justement, pour commencer. Puis après, vous êtes bien entendu, Edith et Charlotte, bienvenue pour renchérir, hein, sur cette question. Maya, généralement, l'architecture et l'itinérance, c'est pas des disciplines qui ont l'habitude de travailler ensemble. On crée du nouveau mouvement, puis c'est vraiment nécessaire, mais il n'y a pas d'habitude tout à fait encore. Puis ce qu'on voit, c'est que peut-être d'une part, les architectes ne savent pas toujours c'est quoi la réalité de la vie à la rue, normale. Puis à l'inverse, les intervenants sociaux, ils ne connaissent pas forcément non plus toute la variété de solutions d'aménagement puis de design qui peuvent être apportées pour soutenir les personnes dans leur vie à la rue. Puis toi, en travaillant justement chez Évoque, tu as un peu les deux points de vue. Comment on fait pour rallier ces deux univers-là, selon toi? Je crois à la blague, je dirais qu'on attrape un collègue par le bras puis on l'amène marcher avec nous dans la rue. Mais pour expliquer ça de manière plus élégante, c'est que quand je suis arrivée à Montréal, moi, il y a 3 ans, j'avais été recrutée par Évoque pour travailler avec eux. Un de mes devoirs était d'autochtoniser le bureau, donc d'accompagner les chargés de projet, les architectes, dans une compréhension plus approfondie du monde des Premières Nations, de leur réalité dans les communautés. Mais il y a aussi une réalité qui nous frappe ici à Montréal, c'est l'itinérance autochtone, entre autres. Et tranquillement, en m'intégrant dans la ville et en essayant aussi d'apprivoiser la ville, parce que même moi, j'avais une certaine frayeur, insécurité à être dans cette ville-là, Montréal, hein, ayant été élevée par un père surprotecteur un peu. Le soir, je n'osais pas trop me promener et je ne connaissais pas les coins plus risqués de Montréal. Et donc, je voyais un ami, une personne qui devenait un ami, M. Ojibwe Anishinaabe, M. Al Harrington, qui lui-même avait déjà été itinérant, qui était un autochtone, qui avait décidé d'organiser ce qu'on appelle la Wolfpack Street Patrol. Et ce sont des bénévoles autochtones et non autochtones, donc une occasion d'échanger, de faire des alliances, de travailler ensemble, qui faisaient le centre-ville avec des denrées de première nécessité. Et quand on est rendu itinérant, les couleurs de race, de religion, s'efface un peu. Ce qui dérange un peu, c'est des fois si tu es une femme. Hein, le risque peut augmenter, même il augmente en fait. Moi, être une femme dans la rue, j'aurais peur, je vous l'avoue. Et on accompagne, on aidait les gens, on essayait de se tenir un peu au courant de leur vie, comment ça allait, comment étaient leurs relations avec les autorités et tout. Et j'en parlais tranquillement avec mes collègues qui, en s'intéressant à la cause autochtone, pour certains, c'est une vocation, et ont décidé de me poser des questions, puis j'avais invité Al à venir présenter un peu la Wolfpack au bureau, hein, donc, et d'inviter les gens à titre volontaire de venir marcher avec nous. On a eu 3 ou 4 collègues qui sont venus, même des échanges ont eu entre Al et des architectes pour justement comment qu'on peut aider les gens. Al avait des idées de faire des espèces d'abris portables pour ces gens-là, parce que tu sais, quand ils installent leur tente, quand c'est le temps de les tasser, on l'a vu dans la vidéo, c'est pas toujours les plus délicats hein, qui les réinstallent. Puis moi, ce qui me frappe dans la vidéo, en le réécoutant tantôt, c'est comment la ville est un filtre sans pitié pour nous, les gens. Comment on n'a pas le droit à avoir aucune faiblesse. Parce qu'il expliquait qu'il y avait des gens qui avaient perdu un proche, perdu une famille, une perte d'emploi, une dépression. Je veux dire, si tu n'as pas ce qu'il faut pour répondre aux besoins de performance de la société qui est là, bien, toi aussi, tu peux te ramasser dans la rue. Donc, à un moment donné, l'architecture doit se poser la question, comment être inclusive? Hein, pas juste faire des condos. Là. Moi, des condos, je commence à être tannée d'en voir personnellement. Et tu ne peux pas avoir un moment de faiblesse. C'est ça qui me frappe. Et moi, ce que je trouve important, c'est que l'architecture doit parlementer, doit ouvrir le dialogue, doit s'arranger à ce que l'architecture des villes, le design urbain, ils doivent ouvrir leurs bras, en fait. Hein? Ouvrir leur calepin de dessin, mais ouvrir leurs bras. Puis en même temps, peut-être
c'est triste à dire avec la pandémie et tout ce qui se passe, hein, on le voit même un peu dans la ville quand on se promène à Montréal, on voit que le visage de l'itinérance est peut-être en train de changer. Hein, j'ai un ami itinérant que je croise souvent à Montréal, c'est le jeune homme avec ses chats et ses furets qu'on voit un peu dans l'Est, et il me disait, j'arrêtais souvent de lui parler, puis il dit, tu sais, les gens qui marchent dans le métro, des fois, ils sont pas loin de moi. Il manque une paix, ils sont dans la rue. Donc, il y a quelque part avec la pandémie qui s'est installée, il y a peut-être une façon de repenser l'urbanisme, de repenser l'architecture, puis de lui mettre un peu de joie. Tu sais, je veux dire, justement, j'étais indignée d'entendre, tu sais, on veut construire un abri ou un centre pour les itinérants, puis on s'indigne parce que ça serait beau. Excuse-moi, mais si c'est des gens qui ont déjà une misère de vivre, puis qu'on veut les mettre dans quelque chose d'encore plus triste, c'est pas sûr qu'ils vont vouloir se relever aussi vite. Hein, je dois, c'est ce que j'ai compris, puis c'est ce qui m'a frappé. Je veux dire, faut leur donner des chances de vouloir rebondir dans la vie, dans le quotidien, de venir nous rejoindre aussi, de travailler ensemble. Bref, je vais me calmer un peu. Je vais donner la parole aux autres. Non, mais là, tu dis plein de choses intéressantes, puis je pense qu'on va pouvoir revenir sur plusieurs choses. Mais je prends une balle au rebond que j'envoie à Édith, puis ensuite à Charlotte. Comment l'architecture peut réfléchir à être plus inclusive, pour reprendre les propos de Maya? Ben, tu sais, je pense qu'il faut mettre tout le monde à contribution. On ne peut pas mettre tout le poids sur les architectes, évidemment, parce que eux autres aussi, ils ont à faire des arbitrages, puis des fois qui ne sont pas faciles, parce qu'il y a les groupes, les porteurs, les clients qui demandent quelque chose. Il y a des contraintes quand on fait affaire dans le logement communautaire, des contraintes de programme. Après ça, il y a toutes les règles et les réglementations. Et moi, je dis souvent, les architectes, c'est aussi des artistes. Okay? Et là, je te rejoins, Maya, quand tu dis ça se peut faire beau. Moi, j'ai vu des architectes qui ont dit hey, c'est pas vrai que parce qu'on fait du logement communautaire, qu'on va le faire lettre, austère. OK? Je vais démontrer qu'on peut faire beau, parce que souvent, il y a un préjugé curieux, c'est que quand c'est beau, ça coûte plus cher. Puis on a des architectes qui nous ont démontré que tu peux faire beau, fonctionnel, agréable, et ce n'est pas nécessairement plus cher. Donc, les architectes peuvent être contributifs, même s'ils ne peuvent pas tout régler, mais peuvent aider à trouver des solutions qui vont permettre que ça réponde adéquatement aux besoins et que ça soit joli. Mais pas seul dans les interventions, parce que je pense qu'il faut une contribution des pouvoirs publics. Tu sais, changer les affaires, c'est changer les mentalités, on va faire de l'éducation, de la sensibilisation, mais on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin de politiques publiques qui vont un petit peu forcer la donne pour que le monde aille dans ce sens-là. Puis là, je prends un exemple pour Montréal. C'est la stratégie, ce qui était une stratégie d'inclusion qui s'en vient, un règlement sur la mixité. Hein? Ils ont changé, inclusion, mixité. Ce que ça veut, c'est permettre, entre autres, il y a du logement abordable des familles, mais aussi du logement communautaire. C'est dire, quand on développe des projets immobiliers, bien, il doit y avoir une place aussi pour tout le monde, dont le logement communautaire, donc aussi les plus pauvres. Pour moi, là, c'est un rôle de la ville, de mettre des moyens, des mesures, des politiques. Puis après ça, nous autres, sur le terrain, on a un rôle à jouer. Puis on le fait dans la première partie, c'est-à-dire aller à la rencontre des promoteurs puis leur dire que c'est possible de travailler, de répondre à des besoins. Ils peuvent nous faire aussi un bon produit. Ils peuvent aussi nous aider, dans les contraintes qu'on a, mettre à contribution leur savoir-faire pour qu'on arrive à faire le meilleur projet possible. Les meilleurs projets que j'ai vus, c'est quand on a dit, parce que moi je pense tout le temps qu'il faut d'abord mettre ceux qui vont y habiter à contribution. Ils connaissent leurs besoins, ils connaissent la réalité de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas faire. On a fait un mix des gens qui allaient habiter, les architectes, les entrepreneurs, nous, la ville et l'arrondissement. On a fait le meilleur projet au monde. Parce que tout le monde pensait, travaillait dans le même sens pour faire la meilleure affaire, et chacun dans ses compétences et en synergie. Moi, je pense que oui, on peut tous être contributifs au changement, mais on a besoin que chacun y joue un bout de son rôle. Juste pour notre audience, tu fais référence au règlement 20-20-20 de Valérie Plante, oui. C'est ça? Hein? Oui, c'est peut-être comme ça que les gens connaissent plus, parce qu'il s'appelle règlement sur la mixité. Exact. Mais c'est le 20-20-20. Dans les médias, ça a été repris comme ça, puis c'est vrai que ça parle. Hein? Je pense que l'idée d'avoir 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables, 20% de logements familiaux dans les nouvelles constructions de projets. C'est vrai. Et pourquoi je le reprends sur la mixité, mais c'est bon de le placer pour les gens, c'est l'objectif ultime, là. C'est de dire, quand on crée, quand on développe, il faut aider à ce que
la ville de Montréal ressemble encore à ce qu'elle a été, une ville mixte, une ville où ce que tu côtoies, tu sais, dans un triplex, tu as des propriétaires, tu as des locataires, tu pourrais avoir un petit immeuble où ce que c'est des gens avec différentes problématiques. Ça ne paraissait pas à Montréal. OK? C'était inclusif. OK? Mais ce qui a été une différence là-dedans, c'est le logement abordable. D'où l'enjeu de maintenir un parc de logements abordables, de maintenir ce qu'on a, puis d'en développer d'autres. Donc, la politique sur le 20-20-20 ou la mixité, la volonté, c'est de dire, regarde, si on fait des grands développements immobiliers, il faut s'assurer qu'il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Même ceux qui sont moins financièrement... Oui. Moi, j'aurais envie de cogner un peu sur le clou de l'idée de faire de l'éducation populaire parce que je pense que c'est beaucoup ça, en fait. Je pense que le problème, c'est intéressant de l'aborder d'un point de vue de l'architecture, mais à la base, c'est un problème politique en ce sens où il y a des rapports de pouvoir dans la ville, puis il y a des rapports de pouvoir qui sont inégaux. Puis je pense que ça, ben, c'est un enjeu qu'il faut qu'on nomme, puis il faut pas qu'on ait peur de le nommer parce que quand on le nomme, après ça, on peut se donner des outils pour concevoir puis être plus créatif dans l'espace de la ville. Puis en ce sens-là, ben, je pense que justement, quand on considère les rapports de pouvoir, ben, on peut aussi considérer que le modèle, tantôt on parlait, je suis tannée des condos, mais c'est qu'il y a un modèle hégémonique de comment on est supposé de vivre. On est supposé de vivre dans un logement, on est supposé d'aller travailler, on est supposé, tu sais, ça c'est comme le mode, puis on le questionne pas ce mode-là, mais pourtant, c'est une construction, tu sais. Puis, je pense que pour être dans une ville inclusive, effectivement, il faut avoir des politiques sociales, il faut avoir... c'est évident, mais je pense aussi qu'il faut avoir une réflexion pour comprendre, mais il y a plus de modèles de vie que ça. Il n'y a pas juste ce modèle-là, il n'y a pas juste le modèle du logement. Il y a des gens qui sont bien dans la sédentarité, donc d'avoir des espaces plus libres dans la ville, des terrains vagues où est-ce que les gens peuvent s'implanter, peuvent mettre des tentes, peuvent s'organiser des trucs. C'est des choses qui peuvent se faire. Puis il faut qu'on commence à les réfléchir aussi, puis à le dire que c'est une construction, la manière qu'on vit. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça, c'est pas tout le monde qui est bien avec ça. Puis à partir de là, ben là, on peut construire des trucs différents, on peut être super créatif, on peut ouvrir des choses parce qu'on se dit, ben, wow, c'est pas un modèle, tu sais. Puis, fait que moi, ça serait ça, je pense, que j'apporterais dans l'idée de l'architecture, c'est déconstruisons notre manière de penser, puis après ça, construisons des trucs le fun, tu sais. Bien, dans le même sujet, je t'adresse une question, Édith, un peu provocatrice. Justement, nos villes produisent de l'exclusion sociale, notamment par l'aménagement. On a vu à Montréal, il y a eu de l'installation de mobilier urbain, il y a eu de la désinstallation de mobilier urbain aussi. C'est quoi quelle est la place, le pouvoir, la part que, justement, les professionnels de l'aménagement peuvent avoir pour changer ces choses-là, pour renverser l'idée, pour enrayer l'hostilité, en fait, urbaine qui est imposée parfois par le design? Question pas simple, OK? Parce que quand on parle de la ville... On jase! OK? Quand on parle de la ville, si on parle des individus, OK? Dans le fond, c'est des individus qui occupent le territoire. Hein. C'est des gens qui vont chercher à se loger, peu importe la manière dont ils voudront se loger, OK? Se loger, se nourrir, se soigner, OK? Ils sont là, ils veulent avoir une réponse à ça. Et la ville se déploie et se développe en fonction de ça. Donc, on a dans la ville un arbitrage, mettons, je dirais, des écosystèmes qui s'affrontent, hein, qui se compétitionnent. Tu sais, par exemple, quand on va développer l'industrie, on va dire, ben OK, mais les gens à côté, est-ce que c'est de la bonne cohabitation? Quand on va développer les condos, est-ce qu'on laisse la place aux gens plus pauvres? Okay? Dans ce contexte d'enjeux multiples-là, OK, de tiraillement, de jeu de pouvoir que tu appelles, comme tu le nommes, Charlotte, je pense que oui, OK? Comment tu penses l'aménagement des places publiques, OK? Comment tu penses le développement de tes projets immobiliers, ça peut faire une différence. Ce qu'on ne fait pas souvent, OK? C'est quand on développe un lieu, un site, puis là, il peut être petit ou grand, bien, on va être préoccupé souvent sur la qualité du sol, on va dire, as-tu la capacité portante? Mais jamais
tout cas, ça ne fait pas partie souvent, pas jamais, on ne devrait jamais dire jamais, là, mais pas souvent, partie des préoccupations. Qui occupe ce lieu-là? Qui l'habite en ce moment? Puis qu'est-ce qu'on peut faire quand on va le développer pour tenir compte de ces gens-là qui habitent déjà ou qui l'utilisent, qui y circulent? C'est clair que c'est pas simple, OK? Parce que des fois, tu vas frapper des lieux, ce que tu vas dire, regarde, c'est un parc, un faux parc, mais le monde dit, on l'utilise, il y a des arbres, on ne veut pas abattre les arbres, puis il y a besoin d'un développement immobilier parce qu'il y a besoin du résidentiel quand je dis des arbitrages. Mais il y a peut-être de quoi qu'on peut faire pour améliorer ça. Là, X années, il était impensable d'imaginer qu'on obligerait de décontaminer les sols. Il y a X années, il était impensable de penser que quand il y avait la grenouille, un type de grenouille, une certaine grenouille, ben, que ce site-là, était protégé. OK? Ben, peut-être que, puis même si c'est pas simple ce que je dis là, puis moi qui fais du développement immobilier, là, c'est pas simple, mais peut-être mettre aussi qu'on doit mettre dans les critères, OK? Le lieu où ce qu'on va développer, il est visité comment? On y vit comment, là? Et comment on doit aborder le développement tenant compte de ça? Comment on peut être inclusif sur cette réalité-là? Ben, je pense que déjà, on aurait fait un pas supplémentaire. C'est un gros défi, mais on aurait fait un pas supplémentaire. Mais il ne faut pas se décourager parce que ce qui est impossible hier, il est possible aujourd'hui. Donc, il faut être capable de se projeter en avant et de dire qu'il y a des affaires qui peuvent changer. Puis qu'on n'a peut-être pas le choix, OK, de tenir compte d'affaires qu'on ne tenait pas compte dans le passé. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment intéressant. Nouvelles lunettes pour regarder de nouvelles populations. Tantôt, vous avez parlé aussi, je ne sais plus qui a mentionné ça, la question du changement du visage de l'itinérance. Là, je dirige ma question, c'est toi qui as dit ça, Maya, mais justement, je vous dirige la question à Charlotte, puis ensuite à toi, Maya. Qu'est-ce que la pandémie nous a amené à constater, à réaliser en matière d'intervention en itinérance, puis aussi par rapport aux questions d'aménagement de l'espace? En fait, je pense, moi, je vais vraiment parler du point de vue de passage, parce que c'est vraiment là que j'ai vécu la pandémie, puis qu'on a vu, en fait, les effets. Évidemment, il y a eu, dès que le gouvernement a annoncé aux gens qu'il fallait qu'ils restent chez eux, il y a eu comme un clash, parce que, bon, il y a plein de gens pour qui, chez eux, il n'y en a pas. Fait que, tu sais, déjà là, ou chez eux, c'est violent, ou chez eux, c'est problématique. Puis là, dans un contexte de confinement, ça devient vite problématique. Fait que, déjà là, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Puis après ça, il y a eu la fermeture de services. Il y a des choses qui se disaient pas essentielles pour la majorité de la population. Effectivement, un Tim Hortons, c'est pas essentiel. Mais pour certaines femmes, un Tim Hortons, c'est vraiment important parce que la nuit, c'est là qu'elles vont. Puis c'est là qu'elles vont chercher un peu de chaleur, c'est là qu'elles peuvent se prendre un café ou whatever. Fait que, ça, c'est une réalité qui n'a pas été prise en considération. Fait que ça l'a effectivement vraiment précarisé certaines personnes. Puis, il y a aussi des ressources qui ont été plus strictes dans leurs règles à cause du confinement. Puis là, il y a des femmes qui ne pouvaient plus sortir. Il y a eu plein d'enjeux comme ça pour les femmes que ça a précarisé des situations déjà vraiment précaires où est-ce qu'elles n'ont pas de toit, elles sont dans des situations de crise chez elles, etc., etc. Fait que, il y a ça. Mais nous, tu sais, on a beaucoup parlé de ça, puis on le voyait beaucoup, mais moi, je trouvais intéressant dans le premier confinement d'aller faire des groupes de discussion avec les femmes, savoir, OK, mais pour vous, c'est quoi le contexte de confinement? Puis je trouve que ça recoupe un peu ce que Maya a dit au début quand je suis allée parler aux femmes, parce que elle réalisait à quel point la ville, avant qu'il y ait le confinement, quand il y avait du bruit, quand il y avait toujours des autos, quand tout le monde va travailler, quand tout le monde est sur un mood là, super productif, à quel point elles étaient perdues un peu là-dedans. Puis là, quand le confinement est arrivé, elles disent, tu sais, oui, c'est dur, il y a plein d'affaires, mais mon Dieu, que ça fait du bien qu'il n'y ait pas tout ce rythme-là dans la ville. Comment on dirait que ça me permet de me poser des questions que je ne me posais pas, de me remettre en place sur des affaires. Puis il y a vraiment plusieurs femmes qui ont aimé ça. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on aurait vu à première vue. Tu sais, on voit comme souvent plus les trucs qui vont mal, à quel point c'est précarisé, à quel point ça n'a pas de sens. Mais le fait qu'elle dise ça, je trouvais que ça ramenait l'idée à quel point justement la ville est hostile. Elle est hostile pour les gens parce que dès que tu es dans la merde, on dirait que tu te remets dans la merde encore plus, puis encore plus, parce que tout le monde est en compétition, tout le monde est en train d'aller travailler, tout le monde veut faire plus d'argent, tout le monde... Fait qu'il y a cette réalité-là, puis je pense que le confinement a comme permis de faire une pause à ça, puis malgré plein de difficultés que je veux pas occulter, là, mais
il y a eu cette prise de conscience-là pour certaines femmes, puis je trouve que c'est vraiment intéressant, ça montre un peu c'est quoi la ville, c'était quoi la ville avant, puis c'est quoi la ville, puis comment on peut la réfléchir, puis comment on peut la réfléchir autrement à la lumière de cette réflexion-là. Fait que moi, je dirais que c'est ça qui est sorti beaucoup de notre réflexion à travers la pandémie, mais tu sais, la pandémie, elle se continue, puis c'est sûr que le plus qu'elle avance, le plus qu'il y a des choses qui ferment, puis il y a des choses qui... Fait, il y a beaucoup de précarisation malgré tout, mais ouais, ça serait ça ma réponse à la question. Merci. Maya, as-tu quelque chose à ajouter? Ou Maya, puis après Edith? OK. Ben écoute, moi, ce que la pandémie, pour moi, semble avoir changé, c'était ça la question au niveau de l'itinérance et de l'aménagement des espaces. En prenant des notes, ben, c'est sûr qu'il va y avoir une hausse d'itinérants. Hein? D'où ces gens-là vont venir? Est-ce que ça va être à cause des fermetures? Est-ce que ça va être à cause des pertes d'emploi? Est-ce que ça va être à cause des dépressions? Parce qu'on dit, hein, la santé mentale au Québec mange une méchante claque. Pour l'itinérance aussi, c'est l'enjeu de la sécurité pour moi qui me pose des questions. Parce que plus il y a de gens, plus il y a de détresse, plus il y a des formes d'agressivité qui peuvent se développer ou des formes de dépendance qui peuvent amener des problèmes. On l'a vu cet été avec, moi je suis sur le conseil d'administration de Projet autochtone du Québec. Il a fallu ouvrir un autre centre de PAC dans un autre lieu pour subvenir aux besoins, pour permettre aux gens de aussi se faire tester, se faire suivre, hein, parce que ça peut jouer aussi ça, dans la circulation de la maladie. Hein, si on ne sait pas où sont les gens les plus vulnérables également, ça va jouer sur leur santé, ça va jouer aussi sur leur anxiété, puis ça peut jouer sur l'anxiété, mettons, du quartier qu'il y a autour. On l'avait ressenti un petit peu quand on avait ouvert PAC 2. C'est sûr que je crois qu'il va falloir repenser le centre-ville parce que 2-3 fois par semaine, moi, j'y vais parce que nos bureaux sont encore ouverts chez Évoque. Mais c'est sûr que là, le centre-ville de Montréal me fait penser un peu à d'autres centres-villes de petites régions qui sont habitués à cette tranquillité-là. Je trouve même la ville hostile pour moi en ce moment. Tu sais, je veux dire, si tu n'as pas un bureau où aller, puis que tu as besoin de te déplacer en ville, tu es mieux d'avoir soit ton auto ou, tu sais, parce que le risque d'être contaminé est toujours là. Donc, la ville regroupe, peut concentrer ces risques-là. Puis en termes d'aménagement de l'espace, en fait, on discutait justement dans une pré-discussion du Square Cabot, tu sais, comment ils l'ont réaménagé supposément pour faire beau, mais comment justement on le sent qu'il est hostile aux gens qui l'occupent, aux itinérants autochtones, Inuits, Premières Nations qui sont là. Puis quand on regarde l'histoire de la ville de Montréal, ce que j'ai compris, c'est que le Square Cabot est familier aux Inuits depuis bien longtemps. Donc, on dit qu'on veut autochtoniser la ville, mais je pense qu'il faut reconnaître aussi que dans l'aménagement urbain, ben, il y a une population autochtone qui a besoin aussi qu'on pense à elle et d'accepter que pour le moment, ils sont peut-être en transition dans la rue et que ça ne sert à rien de leur être hostile, car au contraire, il faut les aider. Donc, il faut rendre la ville accueillante, il faut rendre l'aménagement urbain inclusif, sécurisant. Hein, belle fun de voir une police en vélo, mais c'est juste là pour t'énerver, ça ne construira pas grand pont. Donc, voilà pour mes réflexions. Puis, je trouve qu'en ce moment, là, quand je vais à Montréal, je trouve tellement que, je faisais une blague avec Caroline, comment la ville est... Bon, il y a des beaux immeubles à Montréal, on va se dire, mais Seigneur que c'est déprimant des fois. Il y a tout ce béton, là, je faisais une blague parlant des 50 nuances de gris, de dépression qu'on voit quand on regarde les couleurs du béton de Montréal. 50 nuances de taupe, là, taupe dépressif, taupe triste, taupe suicidaire, taupe enterrée, je veux dire, moi, j'aime pas le béton. Puis j'avais été visiter Copenhague il y a environ 1 an ou 2, et c'était la couleur des bâtiments. C'est une ville nordique, eux autres aussi, ils ont besoin d'avoir un peu de joie, et on gagnerait, je pense, à mettre un peu de couleur dans nos vies. Je me suis toujours demandé pourquoi les couleurs des maisons ou des immeubles étaient toujours dans des tons de beige, de brun ou de gris. Je veux dire, donnons-nous une chance. Là. Voilà.
Je laisserai la parole à Edith, puis ensuite, Charlotte, je vais te laisser rebondir là-dessus, mais c'est vraiment super intéressant, puis c'est des prix sur lesquels on peut agir. C'est ça qui est le fun. Ouais. Edith. Juste pour ajouter quelques éléments de ce que la pandémie, là, sans répéter ce qui a déjà été dit, mais c'est clair qu'on a constaté, nous autres, que ça fragilisait les gens qui étaient déjà vulnérables. On a vu dans les immeubles où il y avait des populations plus vulnérables, puis la période où le soutien communautaire a été diminué parce que les groupes étaient en confinement, puis ils ne pouvaient pas tous, à une certaine période où il y avait de la difficulté à offrir les services, comment il y a eu à gérer des crises et des situations extrêmement difficiles. Donc, le rôle du communautaire dans le support aux gens plus vulnérables, comment est-ce que c'est important. On a vu aussi que la qualité des logements, ça a l'air de rien, mais quand tout d'un coup, tu passes ton temps dans le logement, ben, si c'est mal insonorisé, tu entends le voisin, les enfants sont là, toi, tu travailles en dessous. Il y a eu une tension augmentée là, dans les immeubles parce que le monde habitait à temps plein dans leur logement, puis là, sur les multifonctions, c'était pas si évident que ça. On a aussi... donc, on a dit les aménagements aussi à l'intérieur du logement. Au-delà de l'insonorisation, les longs corridors étroits, là, quand tu as à sortir pour croiser quelqu'un, puis que c'est impossible de ne pas quasiment être touché. Fait que là, on s'est dit, oups, dans les futurs projets, qu'est-ce qu'on peut faire avec toujours les contraintes de modestie ou des contraintes financières? On a cette difficulté-là, mais comment on va les penser en fonction de cette réalité-là? Parce qu'ils le disent, les jeunes vont connaître 3 pandémies au moins. Hein? Donc, c'est la première, on verra comment est-ce qu'on gérera les autres. Donc, est-ce qu'on va avoir un impact? Puis beaucoup de monde se demande, est-ce qu'on va avoir un impact sur les aménagements des logements? Puis quel changement on va devoir faire? Comment on va devoir réaménager? Puis réfléchir que si c'était un confinement, est-ce qu'il y a des aménagements qui auraient été intéressants avec des lieux communs où ce que les gens, si ton immeuble devient ta bulle, est-ce que tu pourrais être moins isolé, moins seul? Voilà, quelques petits éléments supplémentaires sur la situation de la pandémie. Charlotte? Bien, en fait, c'était juste, moi, c'est un questionnement que je trouve, il n'y a pas nécessairement tant une réponse, mais je trouve que c'est difficile de faire la part des choses entre la beauté, tu dis les 50 nuances de béton, puis tout ça, puis le fait que la ville est moche. Puis je trouve qu'à chaque fois qu'on a un projet dans la ville pour améliorer la ville, ce que ça fait, c'est que ça exclut les gens qui étaient là avant, parce que on dirait que quand c'était pas beau, ben les gens, ils pouvaient au moins y aller parce que c'était comme leur place. Tu sais, je pense entre autres au Jardin Gamelin, qui était un espace pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes itinérantes, qui était un lieu important. Puis là, ben, on a fait plein d'aménagements pour que ça soit beau, mais les aménagements, ils s'adressent à qui? Je trouve que c'est tellement difficile parce que je suis tellement d'accord avec l'idée qu'il faut embellir la ville, il faut mettre de la nature dans la ville, il faut mettre des ruelles vertes, mais comment on le fait pour que ce soit inclusif pour les gens puis que ce soit pas exclusif? Parce que je trouve que dans beaucoup de cas, quand c'est fait, ça l'exclut, tu sais, puis en tout cas, je sais qu'il n'y a pas nécessairement une réponse encore, mais je trouve que c'est vraiment une réflexion à avoir parce que, tu sais, tantôt, tu disais de mettre qu'est-ce qui était là avant, puis c'est Edith qui disait ça. Je pense qu'il y a une part de solution là, mais ouais, c'était ça que je voulais dire par rapport à ça. Et pour répondre à ça, c'est une piste de solution comme tant d'autres, là. Je repensais aux communautés autochtones, notamment à la communauté d'Inukjuak. Mes collègues, quand je suis arrivée chez EVOC, ils m'ont montré différents projets parce qu'ils sont fiers de travailler avec les communautés. Ils adorent ça, aller en communauté, soit dans le Nord ou chez les Premières Nations. Et ils m'ont montré un centre communautaire qui avant était victime de vandalisme. Okay. On s'entend que la mise en réserve, c'est pas venu des communautés. On a été placé là sur des territoires qu'on ne voulait pas nécessairement et on a eu des constructions uniformes, donc quasiment une colonisation de l'architecture pour nous intégrer le plus rapidement dans la société canadienne avec le succès relatif qu'on connaît. Ça, c'était mon petit éditorial. Mais pour revenir à ça, c'est que le centre communautaire qui était à Inukjuak subissait du vandalisme. Et ce qui avait été réfléchi, entre autres, c'est comment le rendre lui donner une appartenance à la communauté.
et il y a une consultation. Donc, le mot-clé, je pense, c'est consulter. Consulter peut-être les gens qui occupent l'espace comme le jardin Gamelin. Est-ce qu'ils ont pensé à consulter des itinérants qui y vivaient? Est-ce qu'ils leur ont demandé leur avis? Hein? Ou que ça a été fait pour les payeurs de taxes? C'est ça que je me demandais. Et ce qu'ils ont fait à Inukjuak, après avoir consulté les gens, ils ont fait une immense murale qui faisait le tour, là, je crois, de la devanture du centre. Et les gens en sont fiers parce que ça a été un travail communautaire. Il y avait quelqu'un qui était expert en mural qui est venu les aider et tout le monde a mis la main à la pâte. Et maintenant, les gens sont fiers parce que quand tu vois l'immeuble dans toute cette blancheur, c'est un dessin de mocassin et c'est très coloré. Il y a du jaune, il y a du rose, il y a du bleu turquoise, il y a du bleu. Tu sais, ça fait ouf dans tout ce blanc. Et les gens sont fiers et déjà le vandalisme a diminué drastiquement. Ça, Travail en communauté, c'est ce que tu soulignes, puis c'est aussi ce que Edith fait, et c'est ce que Charlotte aussi fait dans son intervention. On arrive quand même à la fin de notre discussion, ça va vite. J'ai reçu une question du public que j'aimerais vous adresser. Peut-être que les trois, vous n'aurez pas le temps d'en parler, mais je trouve que c'est super intéressant. Donc, comment l'architecture, qui est en soi quelque chose de visible, de tangible, ça peut éviter que les habitations qui sont conçues pour les personnes sans abri, donc les personnes sans abri qui sont souvent invisibles, ne soient pas stigmatisées ou exclues, en fait. Puis je trouve que ça nous ramène à cette question de communauté. Comment la tension entre le visible et l'invisible se pose, puis comment qu'on fait communauté? Edith. Il n'y a pas une seule réponse, okay? Mais dans les projets qu'on a développés, okay? Quand on dit, là, puis on a l'air de répéter, mais dire il faut entendre puis travailler avec ceux qui vont habiter et ceux qui accompagnent, il y a des projets que les gens nous ont demandé, ils ont dit, nous, on veut faire un projet petit, discret, qui s'insère dans la trame urbaine, puis on ne veut pas provoquer de remous pour toutes sortes de raisons. Okay? Donc, on peut faire un projet comme ça. Il y en a d'autres qui ont dit, on voudrait un projet visuel, modèle, OK, qui démontre qu'on n'a pas peur d'être identifié, qu'on n'a pas peur d'être stigmatisé. Mais pour ce faire, encore là, il y a une démarche, un travail auprès de la communauté. Le lieu où va s'installer le projet, il faut que tu le choisisses, OK? Et on peut bien rêver de dire, c'est correct, je vais le mettre n'importe où. Oui, mais en tout cas, mettons, prends le temps. Okay? Je veux dire, il y a besoin d'un temps où tu as travaillé sur la communauté autour, sur les groupes. Tu as un travail à faire pour que ce projet-là soit bien accueilli, ne soit pas stigmatisé, que ça ne soit pas de phénomène pas dans ma cour. Il y a des places que tu ne réussiras pas, il y a des places que tu vas réussir. Fait que pour moi, après ça, là, les architectes, on nous en met beaucoup sur le dos, OK? Parce qu'on a fait des projets parce que des fois, les groupes avec qui on travaillait avaient demandé que l'extérieur soit d'une couleur extrêmement visible, OK? Extrêmement visible. L'architecte, là, c'est comme, il a écouté, OK? Mais c'est lui qui a pas qu'ils ont critiqué, ils ont questionné, OK? Mais dans les faits, il a écouté le groupe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter le groupe, mais je dis, des fois, les architectes sont vraiment pris dans un arbitrage, OK? Pas simple. On dit qu'ils sont à la fois des artistes, OK? Mais des artistes qu'on ne leur laisse pas vraiment faire l'œuvre, on les fait une œuvre commandée. Puis même des fois, dans l'œuvre commandée, des fois, on dit que c'est pas encore ça que... Pas simple, mais possible. Moi, je pense que oui, il y a un rôle à jouer, mais c'est encore là, comme on se disait, c'est quand tu le travailles ensemble avec ceux qui vont l'habiter, ceux qui accompagnent, que tu peux arriver à faire des projets où ce que ça peut aider l'intégration, l'accueil. Puis on l'a vu dans le film, il y avait des projets où ce que ça visait être un milieu de vie, un milieu d'intégration. Puis là, c'était comment l'architecture était conçue, puis elle aidait ça. Hein. Là, je laisse la place aux autres, vu qu'il reste peu de temps. Charlotte, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Hein? En fait, je pense que c'est surtout sur la question de l'invisibilité. On n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais je trouve que c'est important que ça a été ramené dans une question parce qu'effectivement, le documentaire, il parle beaucoup de ce qu'on voit, des tentes, bon, tout ça, mais il y a beaucoup de personnes qui vivent l'itinérance ailleurs que dans la rue. Puis c'est vraiment la pointe d'un iceberg qu'on voit dans le film parce qu'il y en a plein de gens qui sont itinérants d'une manière ou d'une autre, mais qui ne sont pas nécessairement visibles, puis beaucoup de femmes. Puis pour répondre à la question vite, parce que je vais laisser du temps à Maya, je pense qu'un peu comme le dit Edith, la consultation est vraiment importante, mais pas juste la consultation, parce qu'il y a énormément de consultations, il y a très peu, on entend très peu. Aucune écoute. Il n'y a aucune écoute. Hein? Fait que je pense qu'il faut faire attention parce que je suis tellement d'accord avec la consultation, mais moi, je mobilise des femmes dans le cadre d'activités politiques. Puis récemment, j'avais mobilisé des femmes, puis
il y a une femme qui s'est fait poser une question, puis elle a répondu à la personne de la ville. Je vous ai déjà répondu à cette question-là dans le cadre d'une autre consultation. Puis même elle réalisait qu'on se fait souvent poser les questions, ils ont entendu, mais les choses se font pas. Fait que, je pense qu'il faut qu'il y ait des mécanismes pour s'assurer qu'on les a entendus, puis qu'on met en place ce qui est dans les consultations. On devrait dire des fois peut-être co-création. Parce que tu as raison, des fois, oui. Et entendre l'invisible. Maya, dernier mot de la fin? Ce que je trouve souvent, ce que j'aime beaucoup de l'architecture, c'est sa poésie et la place qu'elle laisse à la poésie quand on lui donne la chance. Et j'ai aussi une grande admiration pour mes collègues architectes parce que je sais que c'est une tâche écrasante de travailler dans l'art premier. Et avec tous les défis qui se rajoutent, notamment, là, je souhaite que Montréal soit une ville qui donne une place visible aux Premières Nations et Inuits, mais aussi aux gens qui sont dans le besoin, population itinérante, qu'on puisse leur trouver une solution qui soit belle, qui peut être discrète pour d'autres, parce qu'on pense un exemple aux femmes là, qui, des fois, ont besoin dans des maisons de femmes pour leur sécurité. Ça, je peux comprendre le désir d'invisibilité, mais quand des gens vont vouloir renaître, je leur souhaite un environnement coloré et on va les supporter. Merci. Merci Maya, merci Edith, merci Charlotte. Merci.